Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, nous recevons le commandant de la base de Bagotville, le colonel Paul Prévost, qui termine son mandat avant de se retrouver à Ottawa au sein de l'état-major des Forces canadiennes. Bon cercle. Merci de l'invitation, comme tu viens de le dire, pour la deuxième fois. Ça me permet de faire un petit peu un retour sur les 2 dernières années, mais je vous remercie de m'inviter, comme je dis, pour la deuxième fois. Oui, le 15 mai, je devais être ici, puis je dois m'en excuser. Il y a eu un malentendu, comme tu dis, entre vous, le Bureau des affaires publiques, mais j'aurais dû être un peu plus à l'affût. Alors, j'en prends la responsabilité. J'avais rencontré notre ami Denis Villeneuve il y a quelques temps, puis il m'avait dit « on se voit au mois de mai », puis j'ai pas cliqué. Alors, j'aurais peut-être dû faire un suivi. Alors, merci. Je suis désolé. Cette journée-là, par contre, quand on a appris que le cercle de presse avait lieu, j'étais sur la base avec l'ambassadeur américain Jacobson. À ma mémoire, la première visite d'un ambassadeur américain sur la base de Bagotville, qui est accompagné du lieutenant-général Blondin. Alors, j'ai pas pu me retourner assez vite pour venir vous rencontrer. Alors, merci et désolé pour le contretemps d'il y a 2 semaines. Depuis ce temps, j'ai quitté le lendemain matin du cercle de presse que j'ai manqué pour aller dans l'Ouest et je suis revenu hier soir. Après quoi, j'ai pris quelques notes hier soir pour vous parler un petit peu du retour des 2 dernières années comme commandant de la base, puis vous parler un petit peu de comment va la base, autant du côté de la 3e escadre et de la 2e escadre. Évidemment, ça va être interactif. Je vais commencer, puis ensuite, je serai prêt à prendre vos questions. Vous vous souviendrez qu'en avril 2011, je revenais de l'Afghanistan alors que la 3e escadre de Bagotville partait en Libye. Je devais prendre le commandement au mois de juillet. Ça avait été annoncé comme étant au mois de juillet, mais le colonel Pelletier avait dû quitter avec les avions pour la Libye. Alors, on m'a demandé de prendre le commandement assez rapidement après mon retour, la semaine suivante, mon retour. Et puis, le 5 mai, je prenais le commandant de la base de Bagotville. Ça aurait eu des avantages. J'aurais eu le droit à 2 spectacles aériens. Les commandants d'escadre en ont généralement 1. Alors, j'avais fait le spectacle aérien de 2011 et maintenant le spectacle qui s'en vient cette année. Pour moi, quand on m'a annoncé si je voulais prendre le commandement de la base de Bagotville, je l'ai pris évidemment avec honneur. J'avais passé déjà 15 ans ici dans ma carrière à Bagotville. On peut dire que je suis un petit gars du coin, mes parents viennent d'ici, mon épouse vient d'ici. C'est la plus belle base au Canada, à mon avis. Si ce n'est pas la plus belle escadre au monde, alors de prendre le commandement de cette escadre-là, c'était un honneur. Le 425 et le 3e escadre, lorsque j'ai pris le commandement, je viens de le mentionner, était parti en Libye, une mission qui s'est très bien passée. J'en fais un petit retour rapide sur la Libye. Ça a été quand même assez vite, mais une fois de plus, la base de Bagotville a démontré son savoir-faire. Les avions, si vous vous souviendrez, au mois de mars 2011, ont quitté la base de Bagotville avec le contingent de Bagotville à l'intérieur de 24 heures de l'annonce du gouvernement et puis opéraient en Libye à l'intérieur de 48 heures. Ça a été plus rapide que beaucoup des nations, même qui étaient près du site, les nations européennes. Alors, on est très fiers de ce qu'on a fait. Ça a été une belle mission, ça a été bien fait. On a appris que nos pilotes, que nos équipements étaient à jour, nos pilotes étaient extrêmement entraînés parce que la mission en Libye, c'était, d'un point de vue pilote de chasse, pas une mission facile parce qu'il n'y avait pas de troupes au sol, parce qu'on avait une guerre civile qui impliquait des factions qui se ressemblaient. Et c'est une mission qui a très bien été, qui a été d'ailleurs reconnue par le gouvernement le 24 novembre de la même année, là où on avait reçu Général Bouchard au Sénat avec les gens de Bagotville pour recevoir la médaille. D'ailleurs, j'ai vu Général Bouchard la semaine dernière en Alberta, puis on discutait encore de cette journée mémorable. Alors, ça a été une belle mission. Ça a permis de mettre Bagotville encore au devant. Les gens de Bagotville sont revenus à la fin de la mission pour la plupart d'entre eux. Certains avions, certains pilotes sont revenus à mi-chemin dans la mission et c'était prévu comme ça. Mais Bagotville a été présent sur cette mission jusqu'au 31 octobre lorsque la mission a pris fin. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la base de Bagotville. Ça, c'était pour vous parler. Quand j'ai pris le commandement, c'était un peu dans le brouhaha de cette mission, mais on en a pris des bonnes nouvelles et puis ça a permis d'avancer la 2e escadre, que je vais parler un peu plus tard, dans la bonne direction. La 3e escadre, là, on va commencer, les gens vont commencer à apprendre parce qu'au cours des 15-20 dernières années, on a toujours parlé de la 3e escadre et de la base de Bagotville comme étant la même chose. Avec l'escadre expéditionnaire qui est arrivé à Bagotville, maintenant, j'ai 3 chapeaux différents, puis je commence à même éduquer mes propres personnes sur le terrain qui se voient tous comme étant de la 3e escadre. Il y a la base, ce que vous voyez quand vous passez près de la base, des infrastructures. Il y a la 3e escadre qui est notre capacité qu'on a toujours connue ici, les F-18, les hélicoptères, le radar déployable.
Et puis, il y a maintenant la deuxième escadre qui avait été annoncée en 2006 lors d'une promesse, mais vraiment annoncée par M. Blackburn en 2008. Elle a pris son envol. Alors maintenant, je vais commencer en parlant un petit peu de la troisième escadre, qui est une escadre mature qu'on a tous connue ici, que les gens connaissent bien, qui comprend entre autres l'escadron de CF-18 de la 425, qui est notre fer de lance. La base de Bagotville est, aux yeux de tous, une base de chasse très importante. On a 2 bases de chasse au Canada, une dans l'ouest, une dans l'est. Alors, le fer de lance de cette base, c'est l'escadron 425. Un escadron extrêmement occupé qui passe plus de la moitié de son temps sur la route. J'ai eu le privilège de commander cet escadron-là de 2008 à 2010. Et puis, à l'époque, j'avais un convoi routier de 13 camions de 53 pieds qui quittait au mois de septembre et qui revenait au mois de juillet à la base de Bagotville. Puis, les avions se promenaient d'un point à l'autre pour les rejoindre. J'avais fait un peu l'analogie à l'époque. Je me sentais un peu comme Guy Laliberté du Cirque du Soleil qui se promenait avec les troupes alors que la logistique me devançait. À l'exception que j'avais un peu moins de flamboyance et un compte de banque ou un salaire un peu moins élevé. Mais c'est un escadron qu'il faut être très fier. Il fait un travail, c'est à mon avis le plus bel escadron de chasse qu'on a au monde, puis les gens de la région doivent le savoir. Ils sont partout en Amérique du Nord. Leur mission première est évidemment la défense de l'espace aérien en Amérique du Nord. On couvre de Alert dans le nord, dans le Grand Nord, jusqu'à Winnipeg et jusqu'à les approches au-dessus de l'océan. Puis les gens ne réalisent peut-être pas comment c'est grand, le Canada, mais pour se rendre à Alert, ça prend encore plus de temps que pour se rendre à Caracas, au Venezuela. Alors, c'est un grand terrain de jeu pour nos F-18 et ils le font très bien. On a même, l'an dernier, déployé des F-18 de la 425 avec notre pilote de démonstration, Patrick Gobeil, qui vient de la région ici, jusqu'en Argentine, au Chili, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. C'était la première fois de l'histoire que les F-18 canadiens passaient l'équateur. Alors, c'est pour vous dire comment les choses ont bougé. Il faut être fier de cet escadron-là. Ils font un beau travail pour vous. Présentement, ils sont en Alberta jusqu'à la mi-juin. Et puis, ils viennent juste de revenir dans les dernières semaines d'une mission qui est un peu plus publicisée, celle de HOP, qu'on appelle Opération Ignition, qui était la défense de l'espace aérien en Islande. Ça a été couvert par les médias régionaux, mais également par les médias nationaux. Ça a fait l'objet d'un rapport très impressionnant de l'ambassadeur Wheeler, qui est l'ambassadeur du Canada en Islande. On a tissé des liens incroyables. Notre mission là-bas était la défense de l'espace aérien de l'Islande, qui n'ont pas de défense, et les pays de l'OTAN la protègent. Alors, on est allé faire notre tour de garde, si je peux dire ainsi. Et puis, on a appris, on n'a pas seulement fait notre mission, mais on est allé un peu plus loin. L'approche saguenéenne, je vous dirais, même le fromage en crotte de la région a fait le rapport de l'ambassadeur et les médias nationaux. On a également fait des déjeuners aux crêpes, au sirop d'érable, et on a tissé des liens importants avec la population là-bas. Alors, c'est ce que notre fer de lance de Bagotville fait au jour le jour. L'escadron 439, que vous connaissez comme notre escadron de recherche et sauvetage avec nos hélicoptères Griffon qu'on voit passer dans le ciel, les hélicoptères jaunes, a connu lui aussi son lot de succès avec plus d'une 50aine d'appels par année en recherche et sauvetage, mais également a été appelé sur l'opération Jaguar pour fournir la recherche et sauvetage pendant la période des ouragans, donc pendant 2-3 mois en Jamaïque, à l'automne 2011, pardon. Et puis, c'était la première fois qu'on commettait à un pays étranger la recherche et sauvetage parce que la Jamaïque, pour cette portion de temps, vivait des défis au niveau de l'aviation et ne pouvait subvenir à leurs propres besoins. Alors, la 439 le fait avec brio. Et puis, depuis ce temps-là, on a appris que la 439, au lieu de seulement s'occuper de la recherche et sauvetage régionale, on doit être prêt à une mission expéditionnaire également, comme on l'a fait en Jamaïque, comme on l'avait fait lors du tremblement de terre en Haïti, qu'on a appelé Opestia. Alors, pas beaucoup de changements du côté de la 439. Elle est à Bagotville pour y rester, faire la recherche et sauvetage au niveau régional, mais on s'en sert également pour se projeter à l'étranger, puis on est bien fiers de ça. Donc, comme je disais, la troisième escadre est une escadre, c'est ce que les gens connaissent ici, nos hélicoptères 918, elle est mature, elle se porte bien, et j'en étais bien content qu'elle se porte bien et qu'elle s'autogère un petit peu, parce qu'en septembre 2011, ma vie comme commandant de base a pris un tournant avec l'escadre expéditionnaire qu'on a tous parlé depuis 2008, mais elle a pris le momentum attendu vraiment quelques mois à l'intérieur de mon commandement où on a dû mettre l'épaule à la roue pour faire arriver le projet et le concrétiser.
Elle avait été annoncée en 2008, comme je vous dis. Elle a pris depuis ce temps environ 75% de mon attention par rapport à la base de Bagotville, les infrastructures, le rayonnement régional que je dois faire et également la troisième escadre que je dois m'occuper également pour être sûr que tout reste sur les rails. 75% de mon attention pour que le projet avance. Pas que les gens ne voulaient pas le faire avancer, mais on avait des grands défis jusqu'en 2010-2011. Le défi, tout le monde était occupé avec l'Afghanistan, incluant Bagotville, la force aérienne, les forces canadiennes. Ensuite, on avait un problème démographique, comme tout le monde connaît dans tous les milieux. Pas beaucoup d'expérience, des jeunes recrues. Alors, c'était difficile. L'escadre expéditionnaire demande beaucoup de haute gestion, beaucoup de directeurs, beaucoup de patrons, et puis on n'en avait pas beaucoup. Alors, c'est ce qui a retardé un petit peu le projet, mais depuis 2011, ça débouche vite, puis on va atteindre l'objectif que le gouvernement avait promis d'avoir cette escadre expéditionnaire-là en place pour 2015, à tout le moins avec le personnel. On est déjà rendu à 138 personnes, on va en recevoir encore une quarantaine cette année pour se rendre avant 2015 à 250 personnes pour la phase 1. La phase 1 apportera également des infrastructures. En 2015, à mon avis, c'est un peu trop tôt pour voir ces infrastructures, mais au moins on aura la capacité opérationnelle, le personnel pour le faire. On va les tasser un petit peu dans des coins jusqu'à temps que l'infrastructure suive. Mais c'est un projet important. On parle d'un projet d'environ 300 millions de dollars au cours des prochaines années pour cette escadre expéditionnaire-là, qui est pour moi une mission cruciale, ou une portion de la mission cruciale que la force aérienne et les forces canadiennes avaient grandement besoin, et on est bien fiers que ça arrive. Je vais maintenant parler de l'apport économique, ou pas seulement économique, de la base dans la région, mais je vais parce que c'est seulement 8 minutes, je suis rendu à 8 minutes, mais un peu la touche personnelle que j'ai voulu apporter à la base et son apport dans la région. Vous savez qu'il y avait une étude par la Chambre de commerce qui a été publiée l'an dernier, alors les statistiques sont disponibles, mais en gros, la base de Bagotville, c'est des retombées régionales directes de 150 millions dans la région. On a une masse salariale d'environ 100 millions de dollars. Il y a également des projets de construction qui arrivent. Puis je veux en parler un petit peu des projets de construction. Là, j'ai un petit peu devancé où je voulais en parler. Je vais commencer par l'apport économique. Les projets de construction, ça a fait un petit peu, pas la une, ça venait et ça partait. Mais on a parlé, comment ça se fait que Trenton a plus de sous, nous on en a moins, puis je vais faire le point ici. On ne bâtit pas pour bâtir uniquement. La base de Bagotville est une base mature. On a de belles infrastructures à Bagotville. On en a pris soin avec le temps, peut-être très bien, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bâtir de nouvelles bâtisses souvent. Des constructions neuves, je fais un petit peu de statistiques sur les 5 dernières années. Des constructions neuves à Bagotville, on en a eu seulement pour 5 millions de dollars au cours des 5 dernières années. Par contre, on n'a pas eu de nouvelles capacités et les nouvelles capacités s'en viennent. Vous savez, il y a la deuxième escadre qui va amener son lot. Il va avoir un remplaçant, je l'espère, du F-18 à long terme. Et puis, avec ça, viendra peut-être des constructions neuves. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas dans la région. Il y a eu une annonce par le gouvernement récemment, ou il y a quelques années, qu'on allait faire un gros hangar de transport à Bagotville. Le design est complété. Probablement que le prochain commandant aura la chance d'annoncer quand la construction sera faite, mais ça sera fait au cours des prochaines années. C'est quand même un projet de plusieurs millions de dollars. On a également, au cours des dernières années, fait de l'entretien sur nos bâtisses. C'est des contrats qui reviennent à nos entreprises régionales. L'entretien sur les bâtisses, c'est environ 20 millions de dollars sur les 5 dernières années. On a fait des améliorations locatives pour 61 millions de dollars, des rénovations, de l'agrandissement de bâtisses. On a également fourni en services publics qui reviennent à la ville ici ou dans les compagnies, et également les taxes ou les paiements en lieu de taxes pour la ville au montant de 42 millions de dollars. Quand on fait le total de tout ça, ça veut dire que par année, au cours des 5 dernières années, il y a un apport quand même de 25 millions de dollars en construction ou en services publics sur la base de Bagotville. Je reviens un petit peu à ma touche un peu plus personnelle. C'est un mandat que je m'étais donné de bien faire comprendre aux gens de la région qu'est-ce que la base apporte, mais également comment la base est intégrée dans la région. Je voulais que les gens le réalisent, je voulais que les gens se le disent, alors je voulais le dire en premier. Je sais que les gens avaient commencé à réaliser depuis surtout les inondations de 96 qu'on était bien impliqués, mais l'image que je voulais donner, c'était que ce n'est pas simplement une base de l'autre côté de la clôture, mais plutôt c'est leur base dans leur région, et elle est quand même composée de 85% de francophones, dont
plusieurs Gagnon, Tremblay, Blackburn, Simard et compagnie. Alors, ce sont des gens qui vivent dans la région, ce sont des gens extrêmement impliqués. Ce sont des entraîneurs de hockey, de soccer, de basketball. Leurs enfants sont très impliqués dans le sport. Il y a beaucoup de bénévoles. Les épouses sont soit actives sur le marché du travail ou les conjoints actifs sur le marché du travail, mais également dans les écoles. Ils font partie de plusieurs fondations. Je vais à des soupers bénéfices souvent pour me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens de Bagotville qui sont impliqués au sein même de la fondation. Moi-même, je siège sur plusieurs comités. On contribue avec environ 150 000 $ par année à divers organismes ou aide divers organismes à récolter environ 150 000 $ par année. On est impliqué avec l'Orchestre symphonique, avec le Grand Défi Pierre Lavoie. Alors, c'est ce que je voulais que les gens réalisent. On n'a pas seulement 1 800 employés à Bagotville, c'est une population très active, c'est 1 800 employés, mais ça représente Bagotville quand même 5 800 personnes au sein de la région quand on compte leur famille. Alors, je voulais que les gens réalisent ça pour se rendre compte combien la base est vraiment intégrée. S'arrêter là-dessus, M. Prévost, mais on aura le temps, soyez pas inquiètes, on aura le temps. On aura le temps durant le reste de l'heure. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, pas si vous arrive souvent quelqu'un qui vous interrompt. Non, c'est bon, ça faisait 12 minutes, okay. C'est correct. On va passer à la période de questions, comme je le rappelais, comme je l'expliquais aux collègues. Donc, vous présentez-vous au lutrin pour la question. La première question sera posée par Normand Boivin du Progrès Dimanche et du Quotidien. Et la question suivante ira à Éric Arsenault du Cégep de Jonquière. Oui, Denis. Donc, Normand Boivin. Bonjour. Bonjour, vous avez abordé la question, justement, du remplacement de l'avion. Évidemment, c'est un dossier qui est épineux ce temps-ci, mais moi, j'aimerais plutôt d'avoir le point de vue politique. On parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de ces choses-là. Moi, j'aimerais plus avoir la version tactique, la version stratégique. Parce que le F-35 et le F-18, ou que ce soit le Super Hornet ou un Rafale, tout ça, la grosse différence, c'est la furtivité, puis les gens n'ont peut-être pas vraiment pèsent peut-être pas nécessairement vraiment le poids de cette différence-là. Vous, le rôle du Canada, parce que si on a du furtif, ça sera vraiment pas pareil comme d'avoir un avion conventionnel. C'est que là, avec le furtif, tu t'en vas en première ligne, tu y vas quand il y a encore des défenses solaires, puis quand il y a encore des avions en vol, tandis que quand tu te ramasses avec un avion conventionnel aujourd'hui, tu attends que les Américains fassent le ménage, après ça, tu bombardes. C'est quoi le futur rôle du Canada? Est-ce qu'il y a c'est nécessaire? Est-ce que le rôle était prévu qu'elle allait changer pour être en première ligne ou c'est... Oui, et ça sera une décision vraiment du gouvernement. Je dois vous le dire, là, mon rôle comme commandant de l'escadre, mais comme pilote de chasse, puis les futurs pilotes de chasse, c'est d'opérer l'avion que le gouvernement va se procurer. Alors, on n'a pas d'impact sur ça. Mon rôle, ça sera d'implanter, ou le rôle de mes successeurs sera d'implanter ce que le gouvernement choisira. Maintenant, je comprends votre question, M. Boivin. C'est également ça, une décision du gouvernement, à savoir quel sera notre rôle futur. Les appareils, vous avez vu dernièrement, le gouvernement a décidé de reprendre le processus à zéro pour prouver aux Canadiens qu'ils veulent faire le meilleur choix pour la défense du pays, mais également pour les contribuables. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont recommencé le processus. Les avions qui sont en compétition, vous venez de le mentionner, sont différents. 4 des compétiteurs sont des avions qui ont été bâtis dans les années, ou commençaient à être conçus dans les années 80, alors que le F-35, lui, est un peu plus tard. C'est un projet encore en développement, on le sait, on en parle, mais qui adresse une autre composante de la guerre. Pour faire la différence entre les 4 autres compétiteurs qui sont d'excellents appareils également, qui ressemblent à ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est de la guerre un peu plus conventionnelle. Le chasseur furtif du F-35 amène, on change un peu la donne en se procurant une capacité qui est un peu plus du futur. Puis si je peux faire juste une analogie, c'est tout ce que je vais faire. Je ne dirais pas au gouvernement quel choix faire ou aux Canadiens quel choix faire. Ils doivent faire cette analyse de où on va aller comme Canada. La différence, la meilleure analogie, c'est les autres avions, comme le F-18, sont une frégate qu'on voit se promener sur l'eau, alors que le F-35 est un sous-marin. Et ça change la bataille. C'est tout ce que je veux dire. Où le Canada veut aller, c'est une décision que les Canadiens et le gouvernement doivent prendre. Nous, on opérera les machines qu'on lui donnera à ce moment-là. Quel impact ça a eu? Parce que c'était quand même assez avancé. Je me souviens, on avait reçu le commandant de la base au cercle de presse il y a 3 ou 4 ans, et là, c'était fait. Les F-35, tout était réglé. Bon, vous parliez d'investissement au cours des prochaines années. Et là, on comprend que, bon, pour ce qui est des forces canadiennes, c'est des budgets, c'est une planification qui est faite à très long terme. Là, des choses qui devaient être avancées. Et là, du jour au lendemain,
le politique décide, bon, ben on arrête tout, et là, on n'a pas vraiment d'écho où est rendu le processus, mais ça a été quoi l'impact au sein des forces même de dire, ben là, on arrête le programme, puis on recommence quasiment à zéro? Il y a 2 impacts. On avait commencé, évidemment, à planifier ici à Bagotville comment on recevrait cet appareil-là s'il devait être livré dans l'échéancier que le gouvernement avait annoncé en 2010. Maintenant, c'est un processus qui est repoussé. Puis comme j'ai dit, je crois que c'est justifié. Les gens ont besoin de savoir plus. C'était clair que les gens avaient besoin d'en savoir plus et de regarder le dossier. Alors, il y a eu cet impact-là. Nous, ici, on avait commencé à regarder à Bagotville ce qu'on devait faire pour recevoir cet appareil-là. Maintenant qu'il y a un retard dans le programme, nous, on commence à se préparer du côté des F-18 à qu'est-ce que ça veut dire si on veut continuer à protéger l'espace aérien, ce qui veut dire qu'est-ce qu'on doit faire pour étirer la vie utile du F-35, qui était planifié pour l'instant à 2021. Tous nos programmes étaient en conséquence, les pièces de rechange, l'entraînement jusqu'en 2021. Maintenant, il faut étirer les F-18, puis c'est ce qu'on est en train de faire. J'arrive d'une réunion à Winnipeg lundi pour parler de ce dossier-là. Puis il y aura moyen de faire. Le général Blondin l'a déjà annoncé lorsqu'il a pris le commandement de la force aérienne, qu'il allait tout faire pour étirer les F-18 pour attendre son remplaçant. Mais il y a une limite. Bien, il y a une limite, en fait. Oui, il y a une limite. L'avion devra arrêter de voler un jour. Ce n'est pas une question seulement d'heures de vol, mais plutôt de fatigue. C'est un appareil qui a beaucoup de composites. Et puis, cette fatigue-là a un index de 100 %. Et puis, maintenant, on va essayer de voir combien loin on peut aller avant d'arriver à ce 100 %. Merci. Prochaine question. Éric Arsenault du Cégep de Jonquière sera invité à se présenter au lutrin par la suite. Denis Lapierre de Radio-Canada. Alors, étant des gens au lutrin, Colonel Prévost, vous avez justement soulevé la question, puis mon interrogation était à ce niveau-là. Quel est l'état actuel de la flotte des CF-18, entre autres des appareils qui sont sous vos ordres? Parce que j'ai probablement pas été le seul à lire ces rapports de presse à la suite de l'opération de la mission en Libye, disant que notre flotte et nos avions ici avaient été soumis à un stress important, une utilisation maximale. On les avait poussés vraiment à la limite et qu'à la limite, ça avait probablement contribué à accélérer le vieillissement des avions qui ont été déployés là-bas. J'aimerais que vous nous fassiez le point sur l'état actuel de la flotte et vous y avez fait référence tantôt. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons actuellement au ministère de la Défense nationale pour justement prolonger la durée de vie des CF-18, sachant que les F-35 ne sont pas annoncés pour demain matin, si tant est que c'est effectivement des F-35. Là. Oui, on mettra pas, on ne sait pas quel avion on aura après le coup, mais la question par rapport à la Libye, oui, c'est vrai, parce qu'on était loin, parce qu'il y avait un taux de vol incroyable. Les missions avaient 4 à 5 heures chargées de bombes, de missiles, avec un taux de roulement très élevé, puis on ne pouvait pas remplacer ces avions-là tous les jours, comme on fait ici, parce qu'ils étaient quand même assez loin. Alors, oui, les avions qu'on a envoyés là pour la période de temps de 6 mois ont subi une fatigue accélérée. Mais j'ai quand même une flotte de 26 à 28 appareils ici en tout temps. Il y avait 7 appareils là-bas. Puis au sein de la force de chasse, on a plus de 75 appareils pour faire cette rotation. Alors, cette fatigue accélérée sur une période de 35 ans, c'est seulement un petit spike, là, je cherche le mot français, sur la courbe, et puis on l'a géré, puis on va finir par rattraper, on va être capable de tirer ces avions-là jusqu'au bout de la vie utile en même temps que les autres appareils. Notre flotte se porte très bien. C'est quand même une flotte qui a 30 ans. Et puis, si vous regardez, en faisant les recherches sur le nombre d'incidents qu'on a, premièrement, la capacité opérationnelle du F-35, ce qu'on retrouve en fait d'armement, en fait de radar, en fait de communication, c'est à la fine pointe de la technologie avec la modernisation. Vous avez dit le F-18? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit le F-35, mêlez-nous pas. Non, je ne me mêlerai pas. Notre appareil présent, le F-18, ce qu'on a comme capacité, c'est incroyable. On est au-delà. En fait, je vous dirais, là, ça fait partie des 3 ou 4 chasseurs de l'Occident à la fine pointe de la technologie, dans les meilleurs chasseurs qu'on a. Maintenant, c'est vrai que la carlingue est la même depuis 30 ans, mais cette carlingue, pour l'instant, on avait prévu la retirer. Au début, quand on a acheté le F-18, on devait se rendre au début des années 2000, 2010. On a tiré déjà, on avait pris les mesures pour se rendre en 2021. Puis je pense qu'on va être capable d'aller un peu plus loin. Combien plus loin, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On est à l'étude en ce moment. C'est pas terminé, mais je pense qu'on va être capable de rencontrer les attentes du gouvernement en ayant une flotte qui va se rendre dans son entier jusqu'à la fin de sa vie utile au cours des dernières années. Ça veut dire qu'il y aura un petit peu de sous à mettre pour s'assurer que tout fonctionne bien, mais pour l'instant, ça ne semble pas être énorme. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Par la suite, Laval-Gagnon.
Vous parlez du gouvernement. Depuis quelques années, le gouvernement fédéral a changé un peu sa façon, son optique est devenue peut-être un peu plus martiale, j'allais dire, dans sa façon de présenter les choses. On l'a vu avec la promotion de la guerre de 1812, les changements aussi au niveau, les honneurs après au retour de Libye, par exemple, où il y a eu cette cérémonie et tout ça. Comment ça se traduit à l'intérieur du travail que vous avez à faire, ou dans le climat de travail à l'intérieur de la base? Est-ce que ça a amené un changement dans l'organisation, dans le climat, dans la façon d'appréhender le travail de militaire ou le travail à l'intérieur de la base à Bagotville? Non, il n'y a pas vraiment eu d'impact. Bon, évidemment, on est tous honorés de ça. Le fait que le gouvernement valorise un peu la culture militaire, l'histoire militaire, s'assure que les militaires soient valorisés sur la place publique comme ils l'ont fait à notre retour de la Libye, comme ils le feront probablement lors du retour final des troupes de l'Afghanistan. Bon, c'est certain que ça donne une certaine fierté à nos gens. Ils ont moins peur de parler de ce qu'ils font. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas eu d'ordre direct de valoriser ça ou d'en faire la promotion moi-même. C'est une de leurs décisions. Le gouvernement décide. Nous, on suit. Mais ce que nous apporte à nous, du côté militaire, ça a été une valorisation des troupes, plus de sourire à faire leur travail. Est-ce que ça change, par exemple, dans le choix de la carrière militaire? Est-ce qu'il y a des gens qui face à tout ça, arrivent et disent, bien, effectivement, ça incite? Oui, on a eu beaucoup de succès au niveau du recrutement. En fait, présentement, tous les métiers sont pleins, malheureusement, pour les gens qui veulent se joindre. Mais l'Afghanistan a amené beaucoup de gens à joindre les forces canadiennes parce qu'ils voulaient vivre l'aventure. Même chose avec la Libye, a donné une certaine notoriété à la force aérienne. Alors, on a des gens qui ont gagné le port. Présentement, on est plein, malheureusement. Est-ce que l'implication en Afghanistan, surtout l'implication en Libye, ça a changé la dynamique au sein des forces canadiennes? Parce que veut pas en Libye, vous êtes allé faire la guerre. Ils disent, bon là, vous avez, dans le recrutement, ça va bien. Est-ce que ça a changé la dynamique? La troisième escadre a servi, dans le fond, à faire la guerre et pas seulement des missions de maintien de la paix? Oui, en fait, c'est toujours des missions de maintien de la paix, à mon avis. Là, puis c'est pas, je suis pas en train de vous contourner la question. Mais dans une mission de paix, l'ennemi a un vote. Ce qu'on est allé faire dans la guerre du Golfe des années 90, au Kosovo à la fin des années 90 et la Libye, ça se ressemble beaucoup à des périodes différentes dans le temps. On pourrait dire que chacune de ces missions a été des missions de paix. En fait, la mission en Libye, c'était d'abord et avant tout, en fait, la seule mission qu'on s'était fait donner, c'était d'aller protéger la population civile qui était prise dans une guerre civile entre deux factions. Alors, c'était notre mission. Vous pouvez le percevoir comme une guerre, mais dans ces missions de maintien de paix-là, comme l'Afghanistan, c'est une maintien pour instaurer la paix. L'ennemi a un vote. Et puis, nous, on est là sur le terrain pour s'assurer qu'on protège la population et qu'on protège nos propres troupes. Merci. Laval-Gagnon. Par la suite, Roger Boivin. Oui, la base militaire de Bagotville a un partenaire civil qui est l'aéroport de Bagotville, lui-même géré par Promotion Saguenay. Depuis quelque temps, l'aéroport a investi à peu près 15 millions dans le cadre, élargir le tarmac, la voie d'accès, mais surtout un parc aéroportuaire. Oui. Et pour développer la technologie, tout ça, parc industriel, voilà. Et on a eu notamment Cobalt et tout ça. Dans un premier temps, je voudrais savoir comment est gérée la relation entre la base militaire et l'aéroport. Est-ce qu'il y a un protocole d'entente qui gère tout ça? Est-ce que c'est dans le cadre des règlements habituels là, de relations civiles? D'autre part, si, comme j'imagine les gens de Promotion Saguenay et de l'aéroport veulent que leur parc aéronautique se développe, quel impact ça pourrait avoir de votre point de vue en termes de trafic, en termes de sécurité, en termes de relations d'affaires avec ce projet-là? Parce qu'on peut imaginer que si ça se développe, il va y avoir d'autres partenaires privés qui vont entrer là-dedans. Le trafic va augmenter, etc., etc. Oui, alors, pour la question du protocole, d'abord, oui, on collabore bien avec l'aéroport civil. M. Jean-Marc Dufour, qui est le directeur de l'aéroport, est un ancien chef de l'administration à Bagotville, un ami de longue date.
On a un protocole d'entente avec l'aéroport depuis, mon Dieu, au moins depuis, de mémoire, 74, parce que je l'ai vérifié dernièrement. Ça fait longtemps qu'on a ce protocole d'entente-là. Pour moi, c'est une relation privilégiée. On est une des rares escadres à avoir un aéroport civil sur la base. Ça sert la région, mais ça nous sert, nous, également. J'arrive de Cold Lake la semaine dernière, où, après être atterri à Edmonton, j'ai dû faire 4 heures de voiture pour me rendre à une réunion, alors qu'ici, on atterrit directement sur place. On a ce protocole d'entente-là, on a une coopération. Le développement qu'ils font actuellement doit passer entre nos mains parce qu'on doit faire attention à comment on fait ce développement-là. Il y a beaucoup de règles qui autour d'un aéroport, en fait, de hauteur, télécommunication, transmission. Alors, ces projets-là doivent passer dans nos mains pour approbation avant construction. Maintenant, comment je vois ce développement-là comme commandant d'escadre? Je vois ça d'un bon œil. Il est évident que ça nous amène un lot de trafic additionnel. M. Dufour a des grandes idées, approuvées évidemment par ses patrons à la ville. Mais vous avez vu ici Sunwing, plusieurs longs courriers venir aider la population à faire des voyages dans le sud. Mais il y a également le parc aéronautique qui, à mon avis, va amener à la base de Bagotville ses avantages également. C'est bon pour l'économie de la région, mais si ça amène certains de nos sous-contracteurs à venir s'installer dans la région, ça va accélérer plusieurs dossiers. Quand on doit envoyer les avions à Mirabel ou aller chercher nos pièces à Calgary, si on va réussir à faire ça sur place ici, tant mieux. Avec lesquels vous faites déjà on fait avec affaire. Si ça devient des clients potentiels du parc aéronautique, ça aidera la base de Bagotville, à mon idée. Est-ce qu'il y a des douanes? Est-ce que pour vous, ça a un impact ou vous passez free? Bien, nous, non, on ne passe pas free, mais on n'est pas un grand utilisateur de douane. Souvent, quand on arrive de l'étranger, on passe par un port d'entrée avant d'arriver ici. Quand on revenait de Libye, par exemple, souvent, on devait laisser des gens à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, et puis on dédouanait là avant de s'en venir ici. Alors, les douanes, c'est négligeable, je vous dirais, dans notre cas ici. C'est encore une fois une décision du gouvernement de le faire arriver dans le contexte actuel. Pour nous, ça aura un impact positif, mais négligeable par rapport au restant de la population qui, eux, doivent vraiment passer par ailleurs avant d'arriver ici. Merci. Prochaine question, Roger Boivin. Par la suite, Denis Villeneuve. Alors, bonjour, monsieur. Merci de votre présence ce matin. J'aurais voulu vous parler des éoliennes, que vous nous parliez du fameux parc éolien qui se développe dans le parc des Laurentides, aux limites Charlevoix-Saguenay, et peut-être celui qui se développerait au Lac-Saint-Jean sur l'incidence sur les opérations de la base. Puis peut-être rapidement aussi sur le fameux champ de tir qu'on n'a jamais eu puis qui devait donc avoir des incidences importantes. Est-ce que c'est stabilisé de ce côté-là? Puis on semble percevoir que oui, là, mais enfin, je voudrais avoir des précisions là-dessus. Merci. OK. Merci, M. Boivin. Au niveau des éoliennes, oui, c'est un projet qui avait été avancé par EDF au cours des années. Nos études montrent qu'il y aura un impact sur nos radars. Le général Blondin, quand il était à la division, avait envoyé une lettre à la compagnie pour dire que pour l'instant, il ne pouvait donner son accord. On a travaillé de très près avec la compagnie, mais avec également nos experts. Je ne dis pas que c'était une réponse acceptable parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans monter des éoliennes. Ce qu'on sait, c'est que partout en Amérique du Nord et en Europe, les éoliennes ont un impact important. Il y a des pays qui ont arrêté, et des pays qui ont besoin d'électricité en Europe, qui ont arrêté de bâtir des éoliennes parce que ça commence à avoir un impact sur la sécurité de leur appareil. Maintenant, on va changer le radar ici à Bagotville dans les prochaines années. Ça a été annoncé récemment. On ne connaît pas encore l'impact que les éoliennes auront sur... Alors, c'était normal d'être prudent dans cette histoire. Maintenant, on n'a pas l'impact encore. On le saura quand les tours d'EDF seront montés, puis quand notre nouveau radar sera installé. Mais j'étais confiant. J'ai réussi à convaincre mes patrons avec le temps que malgré s'il y a un impact sur le radar, on sera capable de mitiger autrement. Alors, ça a été l'approche prise. À mon avis, on ne peut pas empêcher ce développement économique-là, empêcher d'énergie verte pour seulement l'impact sur le trafic aérien. C'est un impact majeur, je vous dirais, parce que la plupart des aéronefs viennent de ce secteur. Ils arrivent de Montréal et de Québec directement au-dessus de la ferme, mais il y aura des moyens de mitiger. Puis, je l'espère, quand on montera le radar, la technologie nous montrera qu'il n'y en a peut-être pas d'impact, puis c'est ce qu'on espère. Mais s'il y a un impact, on le mitigera à ce moment-là.
Donc, si vous avez attaqué à un autre pays, vous attaquez où il y a des éoliennes, c'est ça? Oui. Mais il y avait une deuxième question, la question des éoliennes. C'était le champ de tir. Le champ de tir. Le champ de tir, écoutez, pour l'instant, on réussit à faire sans. Le fait qu'on a supporté beaucoup l'Afghanistan avec les F-18, pas en Afghanistan, mais partout en Amérique du Nord, pour aider les troupes au sol à s'entraîner. On a largué beaucoup d'armement. Je vous dirais la moitié du temps a été passé à larguer de l'armement dans les champs de tir partout en Amérique du Nord. Maintenant, on sait qu'il y aura un remplaçant du F-18 dans le temps. Peut-être que la technologie, à ce moment-là, va nous permettre de ne pas larguer de vraies bombes pour garder quand même les qualifications. Alors, on le verra dans le temps, mais je sais que les gens suivent le dossier ici, puis le commandant de la base suit le dossier également. Merci. Prochaine question, Denis Villeneuve. Par la suite, on ira au deuxième tour en commençant par Normand Boivin. Oui, colonel Prévost, vous avez mentionné en introduction là, qu'au cours de vos 2 dernières années, vous avez passé 75% de votre temps pour la mise sur pied du nouveau corps expéditionnaire. J'aimerais que vous élaboriez davantage, savoir quelle structure ça va avoir, ce nouveau corps, quelle sera sa fonction dans le système des armées. Est-ce qu'il y aura son commandant à lui? Et puis, deuxième question, deuxième volet, j'aimerais connaître également quelle sera votre fonction au quartier général lorsque vous quitterez cet été? Parfait, Denis, je prends des notes là, parce que c'est plusieurs questions. OK. Alors, la structure, elle est déjà établie. Je parle de la deuxième escadre ici, l'escadre expéditionnaire. La structure est établie depuis que j'ai pris le commandement. On savait qu'on voulait avoir à peu près combien de personnes. On savait à peu près qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. Mais vraiment, en septembre 2011, 2 mois dans mon commandement ou 3 mois dans mon commandement, on a commencé à avancer le dossier. Puis on est allé chercher le thumbs up de toute la force aérienne sur le concept qu'on avait développé ici dans les quelques mois qui ont suivi. La structure, elle est déjà en place. Oui, il y aura un commandant qui va arriver cet été. Alors, mes trois chapeaux sont au moins 2 chapeaux à un commandant, puis le 3e chapeau à l'autre. Ils ont été annoncés. Le colonel Éric Simoneau, avec qui j'ai passé la semaine justement à Wainwright à regarder l'escadre expéditionnaire, prendra le commandement de la 2e escadre ici. Le commandant de la base va rester le commandant qui s'occupe des avions de chasse, mais Éric Simoneau, le colonel Simoneau, lui, va prendre l'escadre expéditionnaire, puis ça va bien faire parce qu'elle demande beaucoup d'énergie. C'était encore un petit peu un bébé aux couches, tandis que l'autre, c'est un peu un adolescent sur le ritalin. Alors, on aura un colonel pour s'occuper de chacune des escadres. Les structures, un élément de commandement, un colonel avec son état-major. Il y aura un élément de soutien de mission, de la logistique, et puis un élément de soutien aux opérations, des opérateurs qui coordonnent tout ça. Il n'y aura pas d'avion pour ça, mais le but de l'escadre expéditionnaire, c'est d'aller implanter une petite base comme Bagotville à l'étranger ou même au Canada, dans un endroit où on n'a pas de base militaire, pour que des avions puissent venir sous le commandant de cette escadre expéditionnaire. Alors, ça représente 250 personnes pour le moment dans cette phase 1. Et puis, ils sont déjà, je vous dirais, très opérationnels. On a reçu nos 100 personnes l'an dernier, qui est monté à 138. On a reçu ça pendant l'été. Les gens ont acheté une maison, sont déménagés, ont mis les enfants à l'école. Et au mois de septembre, au début octobre, ils sont partis déjà pour s'entraîner à Wainwright. Et ils ont fait un très bon travail. Je suis allé les voir la semaine dernière. Et puis, ce qu'on fait déjà, quand ils sortiront de là, ils vont être prêts à déployer pour aller à l'étranger pour implanter cette capacité. Les équipements qu'ils vont être obligés de prendre, c'est des équipements empruntés. Ils n'auront pas leur propre équipement qui fait partie du 300 millions dont j'ai parlé, mais ils sont déjà prêts à opérer. Puis c'est là où on voulait aller comme force aérienne. Il reste encore un peu de travail de faire, mais la structure est déjà en place. Il y a 3 sous-unités. C'est déjà disponible. On pourra vous fournir les documents à la fin de la réunion si vous voulez. Ta deuxième question, Denis, était par rapport... Votre rôle à Ottawa. Mon rôle à Ottawa, c'est la 3e question. Mon rôle à Ottawa, je m'en vais travailler directement pour le général Blondin, qui est maintenant le commandant de la force aérienne. Il faut en être fier. C'est un autre pilote de chasse qui a grandi ici dans la région. C'est le grand patron de tout ce qui vole au Canada. Et je serai son aviseur stratégique. Alors, pour la première fois depuis 8 ans, au lieu de commander, je vais pouvoir aviser. Je suis bien content. Ça va nous permettre de garder évidemment un œil sur Bagotville, mais le général Blondin s'occupe de toute la force aérienne et je m'occuperai maintenant avec lui je l'aviserai sur toute la force aérienne, mais on gardera évidemment un œil sur la chasse et sur Bagotville.
Merci. Est-ce qu'il y a une place pour les drones dans l'avenir des forces canadiennes? Bon, là, on est dans l'achat d'avions. Certaines personnes disaient qu'il y aurait pas moyen d'acheter moins d'avions, avoir plus de drones, ou, même la semaine passée, Barack Obama qui voulait réduire le rôle des drones à l'avenir. C'est quoi la place des drones dans le futur des forces canadiennes? Bien, en partant, le drone, c'est le futur. À mon avis, c'est dommage de dire ça quand on est un pilote de chasse parce qu'on aimerait toujours être dans l'avion, mais le drone, c'est le futur. J'ai eu le privilège de commander un escadron de drone en Afghanistan. Les forces canadiennes regardent sérieusement. On a un programme qui s'appelle Just As, qui est un programme d'acquisition de drones qui est à ses premiers pas. Le colonel Pelletier, qui était mon prédécesseur ici, c'est un de ses dossiers présentement à Ottawa. Maintenant, la force aérienne doit se doter de plusieurs capacités. On a parlé des avions de recherche et sauvetage. On vient d'acheter des C-17, des Hercules. Il y a le remplaçant du F-18. Et puis, avec la situation économique en ce moment, de rentrer tout le programme qu'on voudrait rentrer est problématique. Mais les drones font partie du futur, sont à l'étude présentement. Le programme existe. On a eu les sous pour continuer à développer le projet, mais il n'y a rien encore de concret, je pourrais vous dire. Puis le général Blondin l'a dit également, le fait que ça progresse très vite puis qu'on a un petit peu de retard va peut-être nous permettre d'avoir profité un peu plus des avancements technologiques qui sont au début. Est-ce que le Canada est impliqué dans des projets de développement? Est-ce qu'on va être seulement acheteur de technologie ou vous allez en développer ou comment ça peut fonctionner? Pour l'instant, tout est sur la table. On est vraiment juste à regarder qu'est-ce qui se passe. On sait qu'on va en avoir. On sait qu'on aimerait ça en avoir rapidement, mais il faut rentrer ça dans un échéancier très serré puis qui est quand même la technologie en aviation coûte très cher. Alors, il faut faire attention à comment on le fait. Pour l'instant, on est vraiment juste à l'étude de qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Quels sont nos besoins d'abord et avant tout? Quels sont les besoins? On a un grand pays. Il faut se déplacer jusque dans le nord, des approches. On est bordé par trois océans. Ça prend une capacité maritime. Alors, on est à l'évaluation des besoins en ce moment. Donc, le fait qu'il y ait des drones civils qui se développent à Alma, c'est pas quelque chose qui a un impact. Est-ce que ça peut aider ou c'est totalement probablement que l'industrie militaire pourra en bénéficier. Plus de recherche se fait autant du côté civil que du côté militaire. On pourra en bénéficier au niveau de la défense. Mais moi, je vois ça d'un bon œil pour la région du côté d'Alma. Merci. Prochaine question, Normand Boivin. Par la suite, Denis Lapierre. Oui, commandant, au cours on parlait tantôt de la vie utile des F-18 30 ans. Je me souviens quand le ministre Lamontagne avait fait son vol en F-18, donc ça vous donne une idée, ça fait longtemps que je couvre la base de Bagotville. Justement, au cours de ces années-là, on a toujours eu l'impression que la base était en crise. On ne sait pas si c'était la région qui était hypersensible ou si c'était vraiment le cas. On a toujours l'impression que la base est comme un oiseau sur un fil. Elle peut toujours s'en aller, puis c'est toujours la commotion. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. On a parlé à un moment donné que la vie des militaires était difficile. On a voulu diminuer le nombre de déplacements, de déménagements. À un moment donné, il a été question aussi de donner des primes aux pilotes parce que la base les forces aériennes perdaient beaucoup de pilotes. J'ai vu récemment que sur vos 22 ans de vie de pilote, vous en avez passé 17 à Bagotville. Ça m'a surpris. Est-ce que c'est justement ce genre de problème-là a été réglé, ça? Est-ce qu'il y a plus de stabilité actuellement dans les forces canadiennes? Est-ce que c'est plus facile pour la vie des militaires ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer à ce niveau-là? Puis si vous me permettez une petite question courte, j'ai entendu dire... On peut revenir, Normand. On va laisser répondre à la question. J'ai pris ton nom. Oui. Okay. D'abord, je vais parler de... Bon, au cours des années, la base a toujours été sur... c'est le général Blondin, je pense, quand il était ici comme commandant de la base, qui avait dit, qui s'était fait poser la même question par un journaliste, à savoir s'il y avait des rumeurs de fermer la base. Puis le général Blondin avait répondu, des rumeurs, il y en aura toujours. Mais lui recevait pas d'indication comme quoi la base était en danger. Moi, je vais aller même un petit peu plus loin. Avec tout ce qui s'est fait dans les dernières années, le gouvernement a déjà annoncé que le remplaçant du F-18 viendrait à Bagotville. L'escadre expéditionnaire qui c'est la première croissance qu'on a à Bagotville depuis la fermeture de l'Allemagne en 92. C'est la première fois qu'on a une croissance. Alors pour moi, je vous dirais, non seulement il n'y a pas de rumeur de fermeture, mais je vous dirais qu'elle a un avenir très prometteur. Maintenant, au niveau de la vie des militaires, le fait que je le dis pas fort à tout le monde, que j'ai passé 17 ans à Bagotville sur 22 ans de carrière, c'est très rare que ça arrive, mais ça a donné comme ça. J'ai
je suis devenu superviseur assez tôt dans ma carrière. Puis, évidemment, la base de Bagotville étant très francophone, vous remarquerez que le prochain commandant qui vient me remplacer, le colonel Ménard, a le même profil, a passé quand même 15 ans à Bagotville lui aussi, parce qu'on doit mettre dans les niveaux de supervision des gens qui parlent bien français, puis des gens qui parlent bien français, généralement parlent bien anglais également. Alors, ça donne que souvent, les gens qui viennent à Bagotville vont passer un peu plus de temps à Bagotville qu'ailleurs, parce que c'est la seule escadre francophone au Canada, en Amérique du Nord. Est-ce que l'escadre expéditionnaire sera francophone aussi? L'escadre expéditionnaire, présentement, est à 85% francophone. Par contre, la différence ici, c'est qu'on lui a donné une appellation ou une catégorisation bilingue, parce qu'elle doit se déployer partout dans le monde, parce qu'elle doit faire affaire avec plusieurs unités à l'extérieur de la base de Bagotville. Alors, c'est une unité bilingue, alors que la base de Bagotville, l'escadron 425, sont des unités francophones, mais elle est quand même composée de Gagnon-Tremblay-Simard à 85% francophone. Alors, j'ai passé beaucoup de temps ici. Les gens continuent à déménager régulièrement. On a, au cours des années 90, étudié le dossier, fin des années 90, avec des recommandations de SCANVA. On essaie de limiter les déménagements lorsqu'on peut, mais les gens sont promus, les gens doivent quitter pour d'autres postes. J'aurais pas pu rester commandant de la base de Bagotville toute ma carrière. Les gens doivent bouger. Mais les conditions de vie des militaires s'est améliorées suite à ces recommandations-là du rapport de SCANVA. Et puis, on permet maintenant aux gens d'aller travailler ailleurs, de laisser leur famille en arrière pour une période de 2 ans pour revenir les rejoindre ensuite. Alors, plusieurs petites choses qui ont été faites pour améliorer leurs bénéfices ont augmenté également. Alors, je pense que les gens sont fiers de faire partie des Forces canadiennes. Les gens restent avec nous. On n'a pas un exode. D'ailleurs, on est plein en ce moment. Ça s'est amélioré. Et votre parc immobilier, c'est dans quel état? Le parc immobilier. Bien, parce qu'il du village au bord de la base. Oui, il va très bien. C'est un des plus beaux parcs immobiliers. Ça représente seulement 330 logements. On a 1800 employés, alors on peut voir qu'on a au moins 75% ou 80% des gens qui vivent ailleurs que dans le parc immobilier. Madame Francaire, qui est la directrice du parc immobilier pour l'ensemble des Forces canadiennes, me faisait remarquer qu'on avait le plus beau parc immobilier, on vient d'investir dans l'isolation, dans les fournaises, dans un peu, en fait, le revêtement extérieur. On va faire les toits prochainement. Alors, il est en très bon état. Maintenant, est-ce que j'en ai assez? Non. Mais je pense que le projet de la deuxième escadre va amener des réponses, parce qu'il y a quand même une augmentation de 50% des militaires réguliers à Bagotville avec cette deuxième escadre. J'ai 1100 militaires réguliers, puis on va monter avec 550 de plus à long terme. Alors, il faudra grossir, d'après moi, ce parc immobilier-là, puis on est à l'étude présentement. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Par la suite, Éric Arsenault. Monsieur le Président a un peu avancé ma question tout à l'heure en parlant des drones, mais je veux revenir plus sur l'aspect, j'allais dire, philosophique de la question. Pour un pilote, vous l'avez déjà dit, c'est quand même un peu dérangeant, mais je veux savoir jusqu'à quel point il y a un changement de philosophie dans la façon d'intervenir en utilisant justement des appareils sans pilote, en utilisant justement des soldats sans armes dans la mesure où les appareils sont vides. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la façon de voir? Est-ce que ça risque d'apporter beaucoup de changements dans la façon d'intervenir, dans la façon d'agir en terrain hostile? À mon avis, oui. C'est le futur. À mon avis, c'est le futur, mais plusieurs gens le disent. Pour l'instant, par contre, un drone, ça a ses limites. D'intervenir à 3000 km d'ici rapidement, pour l'instant, on ne peut pas. Dans la mission que Bagotville a présentement, de défense de l'espace aérien, où on serait peut-être appelé à, c'est plate à dire, mais descendre un appareil civil parce qu'il y a des terroristes à bord. Je ne pense pas qu'on veut donner ce travail-là présentement à quelqu'un qui n'est pas un pilote. Dans les airs, avoir une confirmation réelle. Alors, on n'est pas rendu là, mais déjà, les drones ont changé beaucoup de choses dans notre manière d'interagir dans des conflits, un peu comme l'Afghanistan, dans comment les troupes au sol voient l'aviation. Je peux vous dire maintenant, depuis l'Afghanistan, il n'y a plus un commandant sur le terrain ou un commandant même dans son poste de commandement, le général qui regarde la bataille, qui va conduire sa bataille sans avoir un drone.
Ce qu'un drone nous permet de faire, c'est ce qu'on essayait de faire au cours des derniers millénaires, c'est de gagner le sommet de la montagne pour voir qu'est-ce qui se passe. Le drone nous donne le sommet de la montagne en permanence. Alors, ça a changé définitivement comment on fait les opérations terrestres. L'aviation, il reste encore, pour nos propres besoins, un petit peu d'avancement pour être capable de se projeter rapidement loin avec un humain dans la loupe. Mais est-ce que l'évolution technique pourrait nous mener, par exemple, à avoir une force aérienne presque exclusivement, ou en tout cas à très forte majorité, basée autour de l'utilisation des drones? Sky's the limit. Hein? Je pense que si on regardait où on était il y a 100 ans d'aviation, on n'a jamais pu dire où on est aujourd'hui. Pour moi, l'avenir peut nous amener vers là. Pour l'instant, il y a encore un pilote derrière le drone, mais si on fait un peu de futurologie, si on peut se penser un jour une flotte de drones, mais c'est parce que là, il y a un pilote derrière en ce moment. Là. Oui. Un jour, peut-être qu'il n'y en aura plus. Peut-être là, quand on regardera Terminator. Il y aura quelqu'un. Oui, c'est ça. On va commencer à être loin. Éric Arsenault, Cégep de Jonquière. Par la suite, Normand Boivin. J'ai été étonné, colonel Prévost, d'apprendre tout à l'heure que tous vos corps de métier sont complets. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, c'est le discours qu'on entend dans à peu près tous les secteurs à l'heure actuelle. On manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre spécialisée. On n'a pas suffisamment de gens pour combler tous les postes dont on a besoin. Quelle est la recette qui fait que chez vous, vous n'avez pas ce problème-là? Bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que la mission a été valorisée. Les gens ont des bonnes conditions de travail. C'est une mission qui est, si vous m'employez le terme, un peu sexy, surtout dans l'aviation. Les gens veulent travailler proche de cette technologie-là. On a vraiment... je dis tous les corps de métier. Bon, on n'aura jamais, comme tout le monde, assez de médecins. Il y a certaines places où il nous en manque encore un petit peu. Du côté des pilotes, il nous manque 15% d'effectifs. Dans ce cas-ci, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de volontaires, c'est parce que ça demande beaucoup d'entraîner un pilote, puis on est pris présentement, c'est notre capacité d'entraîner les pilotes qui nous limite à 85% de notre effectif. Mais les gens qui veulent présentement rentrer au centre de recrutement pour se faire offrir un métier devront attendre un petit peu avant de se faire voir offrir par rapport aux années précédentes. Nos effectifs sont pleins. Et est-ce que, comme c'est déjà arrivé dans le passé, le secteur privé est très alléchant puis vient vous chercher des gens? Je me souviens qu'à une certaine époque, entre autres au niveau des techniciens qui s'occupaient de l'entretien des avions, c'était difficile de retenir le monde. Pourquoi? Parce que dans le privé, on offrait des salaires faramineux puis on allait carrément siphonner les effectifs des forces. Est-ce que cette problématique-là existe toujours? Non, je pense qu'on a eu au cours à partir des années 98-99, rattrapé le retard que peut-être les forces canadiennes avaient pris sur la fonction publique ou sur l'entreprise privée. Dans notre cas, c'est évidemment l'aviation commerciale, qui est notre plus gros compétiteur. Eux ont dû faire une correction également vers le bas, certainement depuis septembre 2001. Alors, il y a une certaine parité. Les gens qui font le transfert maintenant vers l'industrie civile, c'est parce qu'ils sont rendus là dans leur vie. Ils n'ont plus besoin de voir l'aventure et ils veulent donner une stabilité à leur famille. Mais je vous dirais qu'il y a une parité qui a été atteinte qui a pallié au problème des années 80-90 où on perdait notre main-d'œuvre vers l'entreprise privée. Merci. Et dernière question, Normand Boivin du Quotidien. Oui, rebonjour. Bon, c'est concernant les radars d'approche de précision. J'avais eu l'information qu'il allait disparaître à Bagotville. C'est surprenant. Est-ce que vous avez quelque chose qui va remplacer ça? Parce que pour la sécurité, tant des pilotes militaires que des pilotes civils, c'est une denrée rare dans les aéroports au Canada. Puis, qu'est-ce qui peut expliquer la disparition de ce radar-là? Oui. En fait, il est disparu, le radar de précision aérienne. Le général Blondin, la journée où je devais faire le cercle de presse, a fait la dernière approche de précision radar à Bagotville. Puis ensuite, on a fait une petite cérémonie où il est allé fermer l'interrupteur. C'est une décision qui avait été prise au début des années 2000. On avait l'approche de précision radar pour nous amener, c'est une technologie qui durait depuis 40 ans, pour nous amener le plus près de la piste possible. On a réussi, un peu comme dans les drones, à amener cette approche de précision maintenant avec les ILS qu'on appelle aussi bas, sinon plus bas qu'une approche de précision radar nous amenait. Pourquoi la décision avait été prise à ce moment-là? On allait mettre des approches de précision sur toutes les pistes. Lorsque ça serait atteint, on se débarrasserait de l'approche de précision radar pour nous permettre d'aller chercher les gens qui travaillaient à l'approche de précision radar, qui pouvaient être remplacés par la technologie pour les affecter ailleurs.
Alors, c'est la décision qui avait été prise à l'époque. On a juste continué. Maintenant, on a des approches de précision sur les pistes. Et puis, on a fait, malheureusement, je dis pas malheureusement, je dis ça parce que j'ai grandi avec l'approche de précision radar moi-même. Alors, ça m'a fait un petit pincement au cœur de fermer l'interrupteur le 15 mai. Mais maintenant, il n'y en a plus à Bagotville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, colonel. Bonne chance dans vos futures fonctions. Est-ce que vous allez devenir un truc d'ancien de la base, d'ancien commandant à Ottawa? Oui, mais j'allais justement, là, si vous me donnez 30 secondes, je m'en vais à Bagotville. Je m'en vais de Bagotville, puis ça ne nous fait pas plaisir. Mon épouse, moi, la famille, on quitte à reculons. On garde une maison dans la région, mais c'est la plus belle base. J'ai grandi ici. Vous avez vraiment une belle base dans une belle région. On vous remercie de l'accueil. Puis vraiment, là, je ne commencerai pas à pleurer ici, mais j'ai l'impression que le 10 juillet, quand je vais quitter, ça va être difficile de contenir mes émotions. Puis je vais profiter aussi parce que là, il y a beaucoup de gens ici, des journalistes avec qui j'ai fait affaire au cours des 2 dernières années. Je vous remercie. C'est rare que les gens vous remercient. Moi, je dois vous dire sincèrement merci pour la relation de confiance et de transparence qui existe entre la base de Bagotville et les médias. Moi, je pense que vous faites du bon journalisme, vous rapportez la nouvelle telle qu'elle l'est, un petit peu plus pas dans le détail ce matin, mais un petit peu plus profond dans les questions que d'habitude, mais je pense que cette relation de confiance-là sert bien notre population à être bien renseignée sur la base. Puis, sincèrement, j'arrive de rencontrer les 13 autres commandants d'escadre du Canada, puis ils n'ont pas ce privilège-là, puis je vous en remercie, puis je vous demande de continuer avec mes 2 successeurs à avoir cette même relation de confiance. Merci beaucoup. C'est pas tout à fait le discours qu'on a eu avec notre dernier invité. Merci. Oui, je parle pour le commandant de la base. Merci. Merci beaucoup.